l'occasion pour nous de faire un peu de publicité, de vous inciter à regarder un peu nos travaux. Il y a sans doute dans nos travaux beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser, dont je ne parlerai pas forcément aujourd'hui, mais nous avons par exemple une publication le mois dernier sur les choix des étudiants à l'issue des ECN, une publication annuelle qui permet par exemple de classer un peu les spécialités et les régions d'ailleurs, en fonction de leur attractivité. Nous avons le mois dernier une publication récente aussi donc sur les revenus des médecins libéraux par spécialité, avec à partir d'appariements, donc où on met ensemble les données de l'assurance maladie et les données fiscales pour avoir les données les plus précises possibles. Enfin tout ça donc sur notre site de l'adresse. Et puis avant de commencer mon intervention, je voulais simplement réagir sur la table ronde précédente et sur la démographie, en disant qu'on travaille aussi beaucoup sur la démographie médicale et l'ensemble des professions de santé. Nos dernières projections datent de 2008. Nous allons donc de démographie médicale. Nous avons commencé un nouveau travail de projection que nous publierons normalement l'année prochaine. Et quand on regarde nos projections 2008 avec ce qui se passe depuis, on s'est un peu planté et on a surestimé la baisse. Enfin, on a même d'ailleurs annoncé une baisse de la démographie médicale à partir du début des années 2010, qui ne se produit pas pour l'instant, en tout cas au niveau national. Et pour deux raisons. L'une, qui ont été évoquées ce matin d'ailleurs. L'une, c'est qu'on avait sous-estimé largement le cumul emploi-retraite. Donc il y a de plus en plus de cumul emploi-retraite, de plus en plus de médecins qui continuent une activité, même si elle est parfois pas complètement à temps complet, mais après l'âge de la retraite. Et puis on avait sous-estimé largement le nombre de médecins étrangers. Et donc ça a été beaucoup dit ce matin, mais donc ce qu'on constate en fait, c'est que lorsqu'il y a une baisse de l'offre médicale, eh bien, il y a quand même un équilibre qui se fait avec une attractivité de médecins étrangers. Donc ce qui nous est demandé par les syndicats de médecins libéraux, ce qui nous est demandé aussi par l'ordre, c'est dans nos prochaines projections d'avoir un module autour du nombre de médecins étrangers beaucoup plus approfondi que la fois précédente, éventuellement avec des variantes. J'en viens donc maintenant à ma présentation d'aujourd'hui, qui n'est pas sur l'offre, mais beaucoup plus sur la demande, donc sur les patients. Et donc cette présentation tournera autour ce qui m'était demandé, autour du vieillissement, donc quelques données de cadrage sur le vieillissement de la population, sur l'entrée en dépendance, et puis les impacts que ça peut avoir sur les pathologies et sur les prises en charge. Alors le vieillissement, quand on parle de vieillissement, on entend habituellement l'augmentation dans la population des plus de 60 ans. On voit bien que c'est des choses assez différentes si on parle de plus de 60 ans ou des plus de 75 ou des plus de 80 ans, par exemple. Les pathologies ne sont pas les mêmes et les besoins ne sont pas les mêmes. Mais donc le vieillissement, lorsqu'on parle de vieillissement, donc cette augmentation des tranches d'âge les plus âgées, c'est lié à deux phénomènes, c'est bien connu, hein, l'augmentation de l'espérance de vie, qui est continue depuis plusieurs décennies, et puis le baby boom. Et le baby boom, il a des effets différents sur les différentes tranches d'âge. C'est-à-dire que le baby boom, donc l'arrivée à l'âge de 60 ans des générations nombreuses, il est commencé depuis 2006, mais ça se traduit aujourd'hui par une augmentation forte des tranches d'âge comprises entre 60 et 75 ans. Mais l'impact sur les tranches d'âge les plus âgées, il est pour plus tard. Donc j'y reviendrai sur le nombre de personnes dépendantes. Le nombre de personnes dépendantes, il explosera après les années 2025, lorsque les générations du baby boom atteindront l'âge où la prévalence de la dépendance augmente fortement, c'est-à-dire après 80 ans. Donc en Alsace, les caractéristiques de la population sont un peu particulières par rapport aux moyennes françaises, c'est-à-dire que c'est une région encore jeune, c'est-à-dire avec la proportion des personnes âgées dans la population plus faible que la moyenne nationale, mais qui se rapproche petit à petit de la moyenne nationale. Une mortalité prématurée avant 65 ans plus basse que la moyenne, et une mortalité au-delà de 65 ans plus élevée que la moyenne, qui se traduit par une espérance de vie encore un peu plus faible, mais qui progressivement rejoint la moyenne nationale. Et ce vieillissement de la population en Alsace, donc, qui est plus rapide que le vieillissement moyen en France, plus rapide parce qu'on part d'une population plus jeune, fait que les courbes de droite, vous voyez, là en vert c'est l'Alsace et puis en bleu la métropole. Donc la courbe en vert est en dessous, mais on voit qu'à l'horizon 2030, dans les projections, elle aura rejoint la courbe métropolitaine. Quand on regarde les plus de 75 ans, les projections font état d'une augmentation du nombre de personnes de plus de 75 ans en Alsace, passant de 142 000 à 167 000 entre 2009 et 2020, c'est-à-dire 25 000 personnes de plus,
et 1 point de plus dans la population alsacienne. De 7,7 à 8,7. Donc c'est 25 000 personnes en plus, c'est déjà important, mais en fait, ce n'est que le début du vieillissement au grand âge, puisque, encore une fois, on est avant l'arrivée du baby boom au grand âge. Donc si j'en viens maintenant à nos projections de dépendance, donc nous avons fait à l'adresse, donc au ministère des Affaires sociales, des projections nationales du nombre de personnes dépendantes. Alors là, on est sur les bénéficiaires de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui n'est pas forcément le champ exact des personnes dépendantes. Il peut y avoir des personnes dépendantes qui ne bénéficient pas de l'APA. Mais sur le champ des bénéficiaires de l'APA, c'est un doublement prévu entre 2010 à peu près et 2040-2050. Donc on est aujourd'hui à un peu plus d'1 million, on est même pratiquement à 1,2 million. Et on dit qu'à l'horizon, on passera les 2 millions autour de 2040. Évidemment, on a des hypothèses qui, petit à petit avec le temps, peuvent élargir le spectre des possibilités selon les options et les hypothèses qu'on fait sur l'espérance de vie sans incapacité. C'est-à-dire qu'il y a des projections d'espérance de vie qui sont faites par l'INSEE. Mais à l'intérieur de cette espérance de vie, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur ce que sera l'évolution de l'espérance de vie sans incapacité. Et est-ce que l'espérance de vie va se faire en bonne santé ou pas en bonne santé? Il y a quelques années, on pensait que pour l'essentiel, ça serait en bonne santé. Aujourd'hui, il y a pas mal de débats d'experts avec les épidémiologistes spécialistes de vieillissement qui disent qu'il est fort possible qu'il y ait une bonne part de ce vieillissement qui se fasse pas en bonne santé. Voilà, c'est beaucoup d'incertitudes autour de ça. On a besoin de davantage d'enquêtes. Donc les enquêtes de la statistique publique à laquelle participe l'adresse, dans les années 2010, et on travaillera beaucoup avec l'INED là-dessus, auront vraiment pour vocation d'essayer d'éclairer les enjeux autour de ça. Et plus le vieillissement se fera évidemment en mauvaise santé, et plus ça aura des impacts sur la dépendance, mais plus globalement sur la prise en charge des personnes très âgées. Ah oui, alors ça c'était donc encore la version précédente du PowerPoint. Donc j'en ai préparé une nouvelle qui malheureusement n'est pas là. Donc j'avais ajouté quelques informations sur le vieillissement en Alsace. Il y a une publication de l'INSEE il y a quelques années sur l'évolution de la population dépendante entre 2005 et 2020. Donc la direction régionale de l'INSEE en Alsace, alors qui s'appuie sur des données d'une enquête 1999. Donc c'est déjà un peu ancien, mais globalement, il semble que les évolutions prévues entre 2005 et 2020 soient assez cohérentes avec nous, les évolutions nationales qu'on a projetées plus récemment. Et donc, ça se traduisait par une population dépendante de plus 23% entre 2005 et 2020, soit 5500 personnes de plus. Voilà, au niveau de l'Alsace. Pour l'essentiel, des personnes quand même qui vivent à domicile, donc qui ont besoin d'une prise en charge à domicile sanitaire, médico-sociale et sociale. Le taux de personnes de plus de 75 ans qui vivent à domicile en Alsace est de 89%, un tout petit peu inférieur à la moyenne nationale, mais on va un peu plus facilement en établissement pour personnes âgées dépendantes en Alsace qu'en moyenne nationale. Alors, nos personnes de plus de 75 ans, elles sont plus malades que les personnes plus jeunes. Elles souffrent pour beaucoup de polypathologies. 40% d'entre elles ont au moins 2 pathologies. Un tiers d'entre elles sont traitées pour des pathologies cardiovasculaires. Elles ont un recours aux soins au recours au système de santé qui est évidemment beaucoup plus élevé que les personnes plus jeunes. Alors on voit qu'un grand nombre d'entre elles consomment beaucoup de médicaments, la moitié au moins 7 molécules de manière régulière. Je crois que c'est 20% qui sont au-dessus de 10 molécules. Elles ont un recours aux médecins généralistes qui est en moyenne de l'ordre de 8 recours par an, mais avec là aussi une forte proportion qui est à 12 voire 15 recours dans l'année, que ce soit à domicile ou au cabinet. Et elles ont un taux d'hospitalisation qui est très important. Un tiers d'entre elles sont hospitalisées dans l'année. Et avec un taux de réhospitalisation qui est aussi plus élevé que la moyenne et une durée moyenne de séjour plus élevée. Voilà. Donc quand on regarde ça, on voit bien qu'on a une population spécifique dans son recours en ville, dans son recours à l'hôpital et dans ses prescriptions. Et puis alors, là je les ai pas remises, mais on a regardé de très près évidemment l'ensemble des pathologies dont elles souffrent. Donc là, j'ai particulièrement cité ici les cardiovasculaires et Alzheimer. Il y a quelques autres spécificités, bien sûr. Alors quand on regarde l'Alsace, vous avez en Alsace une spécificité qui est aujourd'hui, alors peut-être j'y reviens là, une importance des maladies coronaires et du diabète. Vous êtes largement au-dessus de la moyenne, vous êtes même vraiment dans le haut des régions.
Donc la carte de gauche sont les patients hospitalisés, donc là c'est du PMSI, patients hospitalisés avec un diagnostic de cardiopathie ischémique, et la carte de droite, ce sont les patients traités pour diabète. Et dans les deux cas, vous êtes dans les régions tout en haut. Ça ne va pas s'améliorer a priori, parce que quand on regarde les statistiques d'obésité, on s'aperçoit que l'Alsace, c'est dans les deux premières, je crois juste après Nord-Pas-de-Calais, et avec une très forte augmentation entre 2003 et 2012, ce qui est assez inquiétant. Là où la moyenne, pour la France métropolitaine, entre 2003 et 2012, on est passé de 12 à 15% de population obèse. Ça doit être parmi la population adulte. En Alsace, on est passé de 12,2 à 18,6. Voilà. Et donc, autant en 2003, l'Alsace était juste au-dessus de la moyenne métropolitaine. En 2012, elle est maintenant très au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc, on voit bien, évidemment, les facteurs de risque derrière. Et donc, quand on regarde quelques statistiques ensuite sur le PMSI, donc dans les données dont on dispose, on voit bien que les incidences de pathologies, des complications pour les personnes diabétiques sont plus élevées en Alsace qu'en France, qu'en moyenne métropolitaine ou française, notamment pour les hospitalisations pour amputation du membre inférieur et plaies, et pour l'insuffisance rénale terminale. Alors, ensuite, après avoir ce rapide tour d'horizon de quelques spécificités régionales sur les pathologies, donc là je sors maintenant de la thématique Alsace spécifique pour revenir sur quelque chose de plus national, sur les perspectives d'évolution des prises en charge de ces patients dans ce contexte de vieillissement. Alors là, ça fait un peu patchwork, mais j'ai pris quelques-unes des réflexions en cours, soit de réflexions, disons, statistiques et scientifiques, soit d'action. Et donc je citerai une étude en cours sur les projections hospitalières, une autre sur, là c'est pas tellement une étude, mais toutes les réflexions autour des modifications de prise en charge, avec notamment les innovations thérapeutiques. Et puis troisième point, je crois que vous connaissez pas forcément ça en Alsace, mais c'est intéressant et ça viendra peut-être un jour ou l'autre, l'expérimentation autour des parcours de santé des personnes âgées. J'aurais pu citer aussi télémédecine, puisqu'il y a beaucoup de projets de télémédecine autour du vieillissement. Alors sur l'activité hospitalière, donc l'adresse a publié en 2008 un gros travail de projection à 2030 des recours à l'hôpital, en séjour en chirurgie et en MCO, voilà, et y compris en ambulatoire. Et l'objectif était de regarder évidemment quel était l'impact du vieillissement sur le recours à l'hôpital, mais en prenant en compte y compris des évolutions de prise en charge, la montée de l'ambulatoire, et puis éventuellement, à dire d'experts, des ruptures dans les prises en charge. J'en parle parce que donc nous sommes en train d'actualiser ce travail. Nous publierons en 2015 des nouvelles projections que nous allons l'année prochaine décliner régionalement, parce que c'est une demande des ARS d'avoir une déclinaison régionale de ce travail. Et je vais passer très vite sur la méthodologie, mais il y a 3 scénarios. Un scénario très conservateur, on regardait les taux de recours 2004. Un scénario où on prenait les évolutions 98-2004 qu'on prolongeait jusqu'en 2030. Et puis un scénario 3, donc à dire d'experts, avec beaucoup d'experts spécialistes du vieillissement, gérontologie, pour nous aider à essayer, par grand groupe de pathologies, de faire des hypothèses sur les prises en charge, sur la réduction des durées de séjour, sur l'augmentation de l'ambulatoire. Et quand on compare ces projections de 2008 avec ce qui s'est passé depuis, donc sur le début de la période, puisque évidemment ces projections allaient jusqu'en 2030, donc on est sur le début de la période, mais on voit qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin du scénario 3 à dire d'experts, mais on a quand même encore un peu à l'époque surestimé, et finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui le nombre d'équivalents journées, que ce soit en chirurgie complète ou en ambulatoire, est un peu inférieur à ce qui était prévu à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait la durée moyenne de séjour a baissé encore plus vite que ce qui était anticipé il y a quelques années, et donc ça on va en tenir compte dans nos nouvelles projections. Mais donc ce qu'on voit, c'est qu'a priori dans ces travaux donc qui sont publiés, c'est que on dit souvent il y a une explosion du recours
à l'hôpital avec le vieillissement, on voit que ça semble supportable et qu'au contraire, c'est pas tant la chirurgie complète qu'il faut derrière ou voilà, dont il faut accroître les moyens que à côté, enfin, il y a surtout ce qui est chirurgie ambulatoire et y compris toute la prise en charge en ville aussi. C'est plutôt là que se situent les évolutions attendues. Et donc je fais le lien avec ce qui ressort d'un colloque récent du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, qui a organisé en septembre un colloque sur l'innovation de l'organisation des soins et qui va se traduire par un travail tout au long de 2015 du HCAM. Donc le HCAM est une structure qui regroupe beaucoup d'experts, des représentants des professionnels de santé, des représentants des établissements, des économistes, des représentants de l'industrie, etc. Et qui publie régulièrement des rapports et donc qui en 2015 va travailler sur l'innovation et sur l'impact de l'innovation sur l'organisation des soins. Et donc dans ce colloque organisé avec France Stratégie en septembre, le HCAM avait identifié, voilà, plutôt à titre illustratif, quelques grandes pathologies sur lesquelles des experts se sont exprimés pour montrer l'impact de l'innovation, des nouvelles prises en charge. Donc, ouais, ça a été le cas, par exemple, sur l'infarctus du myocarde, où ils ont montré comment l'offre de soins pouvait s'adapter à des nouvelles prises en charge qui derrière se traduisent par, évidemment, amélioration de la qualité de vie et du taux de survie. Et puis, il y a eu beaucoup d'échanges autour de la cancérologie, prise en charge du cancer dont tous les experts nous disent que ça va dans l'avenir se traduire par davantage de thérapie orale, davantage à domicile, donc beaucoup moins d'hospitalisation et beaucoup plus de prise en charge à domicile. Alors beaucoup plus de prise en charge en ambulatoire à l'hôpital et puis à domicile. Donc ça, c'est des implications très directes évidemment sur les professionnels libéraux. Et puis donc pour ceux que ça intéresse, il faudra suivre les travaux du HCAM en 2015. Je crois qu'il y aura vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et puis donc le troisième projet là dont je voulais parler, c'est le projet PAERPA, donc expérimentation sur les parcours de soins des personnes en risque de perte d'autonomie. Donc ce sont les personnes qu'on classe là, les plus de 75 ans. Et il y a 9 expérimentations sur le territoire aujourd'hui portées par le ministère de la Santé avec les 9 ARS concernés. Les objectifs que j'ai remis ici dans la slide, c'est d'améliorer la coordination et la qualité de vie des personnes âgées et de leurs aidants, mais il y a aussi évidemment derrière un objectif d'efficience économique qui se rattache à ce que je disais tout à l'heure sur le recours aux soins. Notre objectif au ministère de la Santé, c'est que cette meilleure prise en charge se traduise par une diminution de la iatrogénie médicamenteuse, diminution de la consommation de médicaments pour les très gros consommateurs, et puis une diminution du recours à l'hôpital ou des réhospitalisations. On sait que, enfin, tous les spécialistes nous disent, il y a beaucoup de réhospitalisation des personnes très âgées qui pourraient être évitées si la coordination se faisait davantage entre l'hôpital et la ville et médico-sociale à la sortie de l'hôpital. Et c'est une expérimentation qui sera évaluée, donc dont je préside le comité d'évaluation. Et donc dans les 2 ans qui viennent, on sera, je crois, capable d'avoir des enseignements très riches sur la prise en charge des personnes âgées qu'on n'a pas toujours aujourd'hui en France, alors qu'il y a des évaluations publiées dans les pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus riches. Et ce projet se traduit par beaucoup de nouveaux outils qui sont mis à disposition des professionnels de santé et notamment des médecins traitants, à la fois des outils, donc là il va y avoir des outils techniques, de la messagerie sécurisée, mais au-delà de ça, de la coordination le plus informatisée possible, pas seulement entre professionnels de santé, mais aussi avec des personnels de la prise en charge sociale. Et puis il y aura aussi, donc, différents outils de coordination, dont un qui est assez nouveau, même s'il existe sur certains territoires, et justement on essaie de s'en inspirer, de coordination territoriale d'appui, donc qui sont des plateformes d'information qui sont en appui éventuellement aux personnes âgées et à leurs familles, mais aussi beaucoup aux professionnels, lorsque les professionnels de santé et notamment les médecins traitants sont face à leurs patients, de pouvoir avoir du conseil d'orientation, de savoir à qui s'adresser, pas seulement dans le secteur sanitaire, mais aussi dans le secteur social quand la personne âgée a besoin d'aide ou de suivi. Et pour conclure, je veux dire qu'évidemment, quand on s'est intéressé dans la table ronde précédente à la démographie, donc à l'offre, comment va évoluer l'offre libérale, ici plutôt quelques éléments de réflexion sur l'évolution de la demande. Évidemment, c'est l'interaction entre les deux qu'il faut regarder. L'interaction, ça se traduit par parfois des calculs de façon un peu simplifiée de densité. Donc on regarde le nombre de professionnels dans telle ou telle spécialité rapporté à la population. On a fait, nous, à l'adresse, en collaboration avec l'INSEE, l'IRDES, depuis 2 ou 3 ans, des travaux plus précis
ou de densité localisée en fait, où on rapporte l'offre, où on compare l'offre et la demande, mais en rapportant l'offre en ETP, donc en tenant compte du fait qu'il y a parmi les professionnels de santé, par exemple, des gens qui travaillent à temps partiel, et puis en rapportant la demande, en regardant la demande par tranche d'âge, pour tenir compte du fait qu'une population plus âgée a davantage recours à l'offre de soins et a donc besoin d'avoir une offre, toute chose égale par ailleurs, une offre plus riche. Et donc quand on regarde ça, on voit d'une part, et ensuite on regarde l'accès géographique, donc on regarde si sur un bassin de vie donné, la population a facilement accès à tel type d'offres de soins. Et on a publié qu'il y avait un accès des personnes âgées de plus de 75 ans à l'offre de soins qui n'était pas inférieur à ce qu'elle est pour les personnes plus jeunes. On peut se dire parfois les personnes âgées sont dans des zones plus rurales, elles sont plus loin de tout. En fait, non. En tout cas, telle que l'offre est organisée aujourd'hui, les personnes âgées ont un recours géographique aux soins en tenant compte de leurs besoins et de l'offre effective qui est en face, qui est identique à celle des personnes plus jeunes. Simplement, elles vont plus souvent voir un professionnel plus près. Alors, plus souvent voir un médecin généraliste plus proche d'elles et plus souvent un hôpital plus proche de chez elles. Et puis, dans ces thématiques autour de l'accès géographique, il y a 2 publications de la direction régionale de l'INSEE en Alsace, qui s'appuient sur notre outil qu'on a construit au niveau national et qu'on a mis à disposition des ARS et des directions régionales de l'INSEE, et qui montrent, donc vous les trouverez pour ceux que ça intéresserait sur le site de l'INSEE ici, qui montrent que l'accès en Alsace aux médecins, même plus qu'aux médecins généralistes, mais à la médecine de proximité, et puis aux spécialistes en accès direct est plutôt bon par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres régions françaises. Alors évidemment, quand on regarde très très finement par zone urbaine ou rurale, en Alsace, il y a des zones évidemment où l'accès est meilleur que dans d'autres, mais globalement, vous êtes encore aujourd'hui une région avec un accès aux soins, un accès géographique aux soins, je ne parle pas financier, mais un accès géographique aux soins qui est vraiment bon. Alors évidemment, c'est aujourd'hui, évidemment, il faut prendre en compte les évolutions attendues de la démographie pour savoir ce qu'il en sera demain. Et c'est là que tous les travaux qui ont été présentés précédemment sur ce qui peut être attendu des évolutions par spécialité à 2020 peut être ensuite mis en regard du vieillissement de la population et des nouvelles formes de prise en charge dont j'ai tracé quelques perspectives aujourd'hui. Voilà. Merci. Oui, merci à vous.